Ils ont été déployés à des milliers de kilomètres de chez eux, parfois au péril de leur vie. Raconte-moi une OPEX leur donne la parole. Avant, il y a la préparation mission, donc le CPA-10 c'est quelque chose de particulier, c'est que ce soit le chef de groupe ou l'équipier, c'est comme les doigts de la main, c'est-à-dire que même l'équipier amène son instinct, moi j'aimerais qu'on fasse comme ça. Il est écouté, c'est pas que le chef de groupe qui dit on va faire comme ça, c'est pas vrai. C'est un travail de 10 personnes et chacun amène sa science et c'est comme ça que ça se passe bien. Donc on n'a pas le temps, et je pense qu'ils n'ont pas le temps d'avoir peur à ce moment-là. Après, je pense que la peur, elle est entre le départ de la mission et l'arrivée sur place, mais dès que ça se déclenche, il n'y a plus rien après. Il y a un retour, un rétex qui est fait après chaque mission à chaud, pour savoir ce qui aurait pu être mieux fait ou ce qu'il ne faut plus faire. Mais voilà, ça se passe comme ça à chaque fois, la plupart du temps. Dans cette nouvelle série de l'Office national des combattants et des victimes de guerre, de grands témoins d'opérations extérieures répondent aux questions de jeunes lycéens et collégiens. Qui sont-ils ? A-t-on peur quand on part en mission ? Comment se passe le retour ? Et quel est le rôle de l'ONAC-VG dans la reconnaissance de leur engagement ? Autant de questions auxquelles ils répondent avec sincérité, émotion parfois, qui permettent de raconter les histoires d'hier pour sensibiliser les générations de demain. Du désert du Sahel aux montagnes afghanes, de la jungle africaine aux vallées des Balkans, ils ont tous à cœur de nous transmettre leur vécu des OPEX sur lesquels ils ont été déployés. Un moment d'intimité où ils se livrent sans phare et qu'ils souhaitent partager au plus grand nombre. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans Raconte-moi une OPEX, le podcast de l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Aujourd'hui, nous sommes partis à Orléans, au lycée Saint-Paul-Bourdon-Blanc, à la rencontre de Jean-Marc, interviewé aujourd'hui avec Marianne. Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Marianne, bonjour. Bonjour. Marianne, élève au lycée, en quelle classe ? En seconde. En seconde, d'accord. Alors aujourd'hui, pour cet épisode de Raconte-moi une OPEX, on va avoir une rencontre assez particulière avec un ancien membre des forces spéciales qui va nous raconter tout ça au travers de différentes thématiques, engagement, l'OPEX bien évidemment, et puis aujourd'hui son partenariat, son rôle et ce que Jean-Marc fait avec l'ONAC. Alors on va attaquer tout de suite. Marianne, c'est à toi. On commence tout de suite sur la rubrique engagement. Je te laisse poser les questions. Vous êtes engagé à quel âge et pourquoi les commandos de l'air ? Alors je me suis engagé, j'avais 17 ans et 3 mois. Pourquoi les commandos de l'air ? Tout bêtement parce que j'avais un ami d'école qui s'était engagé dans l'armée de l'air et j'étais fasciné par sa tenue. Commando de l'air, c'est venu qu'après, puisqu'on a une période d'école qui nous permet de choisir une spécialité après ce qu'on appelle le certificat militaire. Et je voulais faire du parachutisme surtout, mais ni dans l'armée de terre, ni dans la marine. Vous étiez du coin, vous aviez des gens de l'armée de l'air à portée de vue, des avions, des parachutistes ou pas du tout ? Moi je suis du Pas-de-Calais, donc j'avais la base aérienne de Cambrai, où mes parents déjà allaient voir les portes ouvertes. Et c'est surtout qu'à Lens, il y avait un centre de parachutisme et on allait voir les parachutistes les samedis après-midi et les dimanches après-midi. Ça faisait partie du tour de promenade. C'est parti comme ça. Qu'a pensé votre entourage quand vous vous êtes annoncé que vous vous engagiez ? Qu'a pensé mon entourage ? Ils l'ont très mal pris parce que je suis parti faire mes 3 jours à Cambrai simplement dans le but de voir ce que ça donnait l'engagement. Et au bout des 2 jours, j'avais réussi les tests d'entrée, donc il a fallu téléphoner à mes parents quand ils se sont aperçus que j'étais pas majeur et qu'il fallait leur accord pour pouvoir descendre à Nîmes le lendemain soir. Voilà, donc très mal pris. Vous aviez donc 17 ans et demi ? J'avais 17 ans et 3 mois, oui. Je suis né en avril et j'ai fait mes 3 jours au mois de juin. À l'insu de tout le monde. Pour mes parents, c'était simplement un passage pour voir ce que c'était que l'armée de l'air à Cambrai et pas du tout pour m'engager. Pouvez-vous nous parler de votre parcours militaire et de votre formation ? Alors, parcours militaire, il est un peu long dans l'armée de l'air parce qu'on a le certificat d'aptitude militaire. Ensuite, on a de l'attente selon la spécialité. Après mes éco-G, examen de connaissances générales, on m'avait proposé mécano avion. Je ne voulais pas du tout, je voulais faire parachutiste. Donc, fusilier commando de l'air à l'époque. Donc, j'ai eu 6 mois d'attente pour pouvoir intégrer donc, de juin à janvier le début du CE.
Et je ne voulais pas changer d'avis, c'est surtout ça. Je voulais faire commando de l'air. À l'époque, c'était fusilier de l'air. Ça n'existait pas encore, le reste. Et surtout parachutiste. Juste pour remettre un peu dans le contexte, les fusiliers de l'air à l'époque, ce sont les gens qui principalement assurent la garde, la sécurité des bases aériennes c'est tout à fait en France ça. Et à l'étranger, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Ouais. Dès qu'un avion part de France, on faisait la protection des bases aériennes sur lesquelles il se posait. Autrement, c'était vraiment la protection et la sécurité des bases aériennes au départ. Les forces spéciales n'existaient pas déjà en 1976 et il n'y avait que l'EPI, l'escadron de protection et d'intervention, qui partait à l'étranger en cas de besoin, mais il n'y avait rien de particulier. Pourquoi avoir postulé pour les forces spéciales quelques années plus tard? Alors ça, c'est aussi très atypique. J'étais en escadron de protection. J'ai été muté par hasard dans un état-major, dans l'état-major des fusiliers commando de l'air à Dijon. Et mon travail était de m'occuper des contrats capacitaires du CPA-10, que je ne connaissais pas, même si c'était dans l'armée de l'air. Donc pendant ces 2 ans d'état-major, j'ai côtoyé en permanence ces gens-là et je me suis dit que même si j'avais un peu plus de 40 ans et que j'étais déjà adjudant-chef, je voulais tenter l'expérience des forces spéciales. Donc je me suis préparé pendant 1 an pour pouvoir passer les sélections, 1 semaine à Dijon. Pas facile, mais j'ai réussi. Après, ça leur portait un petit problème parce que j'étais déjà adjudant-chef et 40 ans. Mais bon... ça s'est bien passé. Enfin, je ne veux pas parler de l'âge, je ne me permettrai pas, mais 40 ans, c'est très vieux pour tenter les forces spéciales. Tout à fait, mais je suis tout à fait d'accord. Mais bon, j'ai réussi à m'accrocher, ils ne pouvaient pas me mettre dehors pendant les sélections. Et ayant travaillé avec eux déjà pendant 2 ans au niveau des contrats, ils avaient besoin d'anciens, je vais dire, pour mettre en place, entre autres, le bureau activité qui n'existait pas chez eux. Et le colonel à l'époque, Stanislas, quand on passe le vendredi devant les avocats, là, il m'a dit, moi je le récupère. Autrement, il voulait me mettre dans une autre unité, le 30 par exemple, mais c'était ou le 10 ou rien du tout. D'accord, oui, juste pour précision, il existe 3 commandos parachutistes de l'air, le 10, le 20 et le 30. Tout à fait. Qui ne font pas tous partie des forces spéciales. Absolument. En quoi consistait votre travail au quotidien? Quelle était votre spécialité? Ma spécialité, c'est fusilier commando de l'air. Et au CPA-10, mon travail était lorsque les groupes actions étaient désignés par le chef opération, de prendre en compte le groupe, de le projeter pendant 4 mois, de le suivre et de le faire rentrer en France. Ça consistait à préparer la mission, leur expliquer ce qui allait se passer, préparer les billets d'avion, parce que c'était dans les avions militaires ou avions civils, les passeports, etc., etc. Les suivre pendant 4 mois s'ils avaient besoin d'armement complémentaire, de munitions, et surtout de les faire rentrer lorsque la mission était terminée. Je voudrais revenir juste un petit peu sur cette thématique de l'engagement. Ça fait quoi, une fois qu'on s'est engagé, que finalement les parents ont dit OK, qu'on peut prendre le train, quand on arrive la première fois dans une unité militaire, à 17 ans et 3 mois, c'est quoi la première impression? Déjà, c'est la nuit dans le train où on ne dort pas. L'arrivée à Nîmes et se retrouver devant le mess, et ça je l'oublierai jamais, où il y a 250 personnes qui attendent pour aller déjeuner. L'odeur du chocolat à l'eau. Et puis se retrouver dans un monde qu'on ne connaît pas, puisque déjà je n'avais jamais pris le train, je n'étais jamais descendu dans le Midi. Et ça fait bizarre, mais on attend de découvrir, parce que c'était mon vœu pieux de m'engager. Donc ça fait très bizarre. Ouais, il n'y a pas eu de questions qui se sont posées les premiers jours, se dire mais en fait qu'est-ce que je fais là, quoi? Non, parce que les premiers jours c'est assez long. C'est assez long, on est dans les chambres, on récupère des tenues, on fait la visite médicale, on n'a pas le temps de se poser, on est vraiment bien pris en compte à l'époque. On n'a pas le temps de se poser les questions. Mais on ne sait pas ce qui nous attend, par contre. Ça, c'est clair que je pensais m'engager dès le départ et être militaire, mais pas faire ce qui m'attendait, quoi. Il réserve toujours des surprises, ça fait partie du jeu. Toujours, le sport co, la course, entre autres. Alors, on vient de parler de l'engagement et comme beaucoup de militaires, l'engagement, ça passe aussi par les opérations extérieures, évidemment, les OPEX. Et c'est pour ça qu'on a ce podcast pour en parler. Et donc, je vais laisser Marianne continuer sur cette thématique. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre première OPEX? Absolument. Alors, ma première OPEX, c'était pendant mon passage à l'EPI, donc c'est-à-dire ce qui est le CPA-10 maintenant, à l'époque. Et c'était l'indépendance à Djibouti. 1977, donc j'étais pas encore majeur non plus.
Donc je suis parti en février, on devait partir en week-end le vendredi, on nous a dit pas de départ en week-end, et le samedi matin on a pris l'avion à Nîmes-Garons, pour où bien sûr, comme on est caporal-chef, on ne sait pas, et on s'est réveillé à Djibouti, qui devait passer République de Djibouti. Ça fait bizarre, comme avoir pris le train la première fois, de se retrouver dans un pays étranger, et Djibouti surtout à cette époque-là, où il y a 200% d'humidité, et où il fait très chaud. Qui était un pays sous tension au moment de l'indépendance, enfin de la déclaration d'indépendance quand vous êtes arrivé, ou Oui. c'était plus calme quand même? Non. Il y avait déjà un CE qui était déjà en place là-bas, mais c'était calme. Et nous, on est allés pour renforcer au moment où ça commençait à monter en pression. Et justement, à propos de pression, on a cette pression quand même quand on est dans l'avion, quand on part la première fois, on se dit est-ce que je vais bien faire les choses, est-ce que ça va pas? Alors à ce moment-là, non, parce on était 33 dans le groupe à finir notre formation pour être sous-officier. Donc on ne se pose pas vraiment les questions parce qu'on ne nous donne pas beaucoup d'explications. On nous dit simplement, vous allez dans un pays où on va avoir besoin de vous et mettre en œuvre ce que vous avez appris pendant 8 mois. Donc vous verrez sur place. D'accord. Voilà. Vous êtes parti plusieurs fois en opération. Comment ça se passe avec la famille? Comment ça se passe avec la famille ? Déjà, il faut avoir, je pense, l'épouse qui soit d'accord qu'on soit absent 6 à 8 mois par an, entre le séjour à l'étranger, la préparation et d'autres petits circuits internes en France avant de partir. On n'y pense pas. On y pense beaucoup lorsque le message arrive avec la date de désignation. Là, on a un peu de pincement au cœur qui dure, surtout pour les enfants. Et puis, ça s'en va le matin quand on prend l'avion. Ça part. Voilà. Quand on se retrouve à l'unité, on prend le bus pour aller à Paris. Après, tout s'efface et c'est un peu un métier d'égoïste. Où après, on ne pense qu'à nous et ce qui se passe. On n'a pas le temps de penser à la famille. Le plus longtemps que vous êtes parti en opération, c'était combien de temps? 6 mois. Sans rentrer? Sans rentrer, bien sûr. Ouais. Donc là, ça commence à faire un gros déplacement. Oui. Mais on s'y fait vite, c'est pareil, hein. Il y a la mise en place. Après, les moyens de communication étaient mis en place aussi. On avait le droit de téléphoner une fois par semaine, quelques minutes. Ce qui est agréable, oui et non, parce que on ne peut pas parler de ce qu'on fait. Donc, bonjour, ça va, à la prochaine. Mais c'est quand même agréable d'entendre la voix des enfants et de la femme à l'époque. Parce que beaucoup de personnes ont du mal aujourd'hui à imaginer avec Internet et quand on est en opération avec Skype ou autre, c'est que effectivement jusqu'à pas si longtemps que ça, les gens partaient en opération, des fois pouvaient pas se téléphoner, en tout cas ne se voyaient pas, écrivaient des lettres, oui, des lettres avec des stylos et du papier et les envoyaient et ça mettait un petit peu de temps. Aujourd'hui, ça nous paraît un petit peu fou, mais c'était la réalité pour les gens qui partaient en OPEX. C'est bien ça, avec le décalage dans les réponses par rapport au courrier envoyé. Maintenant, et depuis quelques années quand même, la première chose que mettent en place, surtout au niveau des forces spéciales, c'est une fameuse bulle 4G dans laquelle on met en place ces moyens de communication parce qu'ils se sont aperçus que c'était quand même très important de garder le contact avec la famille. Mais c'est quand même écouter en permanence, on ne peut pas dire n'importe quoi. Évidemment, surtout dans le cas des forces spéciales. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des opérations plus difficiles que d'autres ? Plus difficile que d'autres. Moi, j'ai pas eu le bonheur d'être en groupe action. J'étais sous off opération ou en encadrement ou ce qu'on appelle J148, c'est-à-dire gérer toute la partie logistique et argent du groupe avec qui je partais. J'ai eu le bonheur aussi de faire des stages au 13e RDP et de faire ce qu'on appelait à l'époque de l'action indirecte, c'est-à-dire partir en binôme dans un pays où on avait besoin de nous. Et puis, je pense que c'était là le plus compliqué parce qu'on était livrés à nous-mêmes, on avait des missions à faire et voilà, c'est pas difficile, mais c'était différent. Il y a des théâtres dont on peut parler qui ont été durs pour vous ? Durs, la première fois en Afghanistan, parce qu'on découvre un pays qui est en guerre, qui est un beau pays d'ailleurs, un très beau pays, mais où dès qu'on sort moi j'étais à Mourad, j'étais en encadrement pour former les forces spéciales afghane, et dès qu'on sortait de là-bas, on savait qu'à tout moment il pouvait arriver quelque chose, mais ça c'est les premiers voyages, mais après on n'y pense plus, ça fait partie, je vais pas dire une routine parce que c'est un mot qu'on n'aime pas au CPA10, mais voilà, ça faisait partie du travail, et à partir du moment où la mission était bien préparée, pour nous il ne pouvait pas se passer quoi que ce soit. Justement, je crois que tu as une question là-dessus, Marianne. Comment on gère la peur en opération ? Comment on gère la peur en opération ? Bonne question. Je pense qu'on n'y pense pas.
On ne pense pas à la peur, donc il n'y a pas besoin de la gérer. Elle peut arriver s'il y a quelque chose à un moment bien particulier sur le trajet ou pendant la mission, mais autrement, on n'y pense pas parce que je pense que si on part avec la peur quelque part, on ne peut pas faire sa mission correctement. Est-ce que c'est pas important quand même d'avoir, entre guillemets, un petit peu peur? Ça permet de rester alerte et de prendre la mission avec toute l'importance que ça peut avoir. Je ne sais pas si on peut qualifier de peur, alors peut-être un autre mot qui n'est pas la peur, parce que pour moi, quand on a peur de quelque chose, on n'est pas à fond dans ce qu'on fait. C'est mon sentiment personnel. On y pense certainement, qu'est-ce qui pourrait arriver, ou même si j'ai pas fait toutes ces belles missions, on va dire entre guillemets, qu'ont fait mes camarades au CPA 10, n'ayant pas été en groupe action. Mais non, je vais pas parler de peur, je sais pas quel mot employer. Peut-être un stress positif, en tout cas en amont. On a eu souvent sur ce podcast des gens qui nous parlaient de l'avant, de l'après, mais en se disant avant, oui, peut-être, en tout cas de l'appréhension, et puis de se dire est-ce que je vais bien faire. Après, se dire bon, je suis peut-être un petit peu passé entre les gouttes, et puis ça s'est bien passé, c'est tant mieux. Mais que pendant, en fait, on rentre dans une bulle, dans ces OPEX, et qu'au moment de la mission, on est complètement différent. C'est ça. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Avant, y a la préparation mission, donc le CPA 10, c'est quelque chose de particulier, c'est que ce soit le chef de groupe ou l'équipier, c'est comme les doigts de la main, c'est-à-dire que même l'équipier amène son instinct, moi j'aimerais qu'on fasse comme ça. Il est écouté, c'est pas que le chef de groupe qui dit on va faire comme ça, c'est pas vrai. C'est un travail de 10 personnes et chacun amène sa science et c'est comme ça que ça se passe bien. Donc on n'a pas le temps, et je pense qu'ils n'ont pas le temps d'avoir peur à ce moment-là. Après, je pense que la peur, elle est entre le départ de la mission et l'arrivée sur place, mais dès que ça se déclenche, il n'y a plus rien après. Il y a un retour, un rétex qui est fait après chaque mission à chaud, pour savoir ce qui aurait pu être mieux fait ou ce qu'il ne faut plus faire. Mais voilà, ça se passe comme ça à chaque fois, la plupart du temps. C'est un état d'esprit qui est très différent, les forces spéciales et le reste des unités. Oui, très particulier. Pourquoi ? Déjà. Pour moi, c'est une grande famille déjà. Mais d'autres militaires pourraient vous le dire, ça. Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, c'est le ressenti par les épouses qui, des fois, disent « mais il connaît plus l'anniversaire, les dates d'anniversaire de ses équipiers que ceux de la famille ». Et puis, je pense que les choses qu'on vit dans les forces spéciales sont aussi différentes. Les missions des forces spéciales ne sont pas comme dans la conventionnelle, quoi. On ne part pas sur le terrain pour patrouiller, chercher quelque chose. On va sur le terrain pour quelque chose qui est déjà préparé d'avance sur renseignement, par le 13, par... Une mission très précise. C'est des missions précises. C'est intervenir sur quelque chose, agir et rentrer. La plupart du temps, c'est sentir un coup de feu, c'est ce qu'il y a de meilleur comme mission, malgré ce qu'on puisse penser. Et je pense que c'est ça qui fait les choses particulières des forces spéciales. C'est la mission qui est préparée bien en avant et qui doit se passer de cette façon-là. Est-ce important pour un militaire de partir en mission ? Absolument. Un militaire qui ne part pas en mission s'ennuie déjà, parce qu'à part de l'entraînement, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors là, je parle toujours du CPA 10, puisque je n'ai pas connu en mission dans les unités conventionnelles. Mais quelqu'un qui rentre en mission, qui revient de mission, se prépare déjà pour la prochaine. C'est 1 mission et demie par an, en gros, par groupe action. Donc oui, c'est très important. Ça vous aurait manqué si vous n'étiez pas parti en OPEX ? Absolument, oui. J'avais déjà connu ça en escadron de protection avant. J'avais fait N'Djamena, entre autres, mais c'était de la pure protection, donc la protection des bases aériennes. Donc à ce moment-là, j'avoue, ça ne me manquait pas particulièrement parce qu'on savait ce qu'on allait faire si on partait 1 an après, alors que CPA 10, c'était toujours quelque chose de différent. En 2017, vous quittez le service actif. Pourquoi continuer en tant que réserviste ? C'est un coup de couteau, là, ça fait mal au ventre parce qu'on nous dit que c'est la fin. C'est 42 ans de vie militaire où on est encadré, où encore une fois j'emploie le mot famille parce qu'on s'occupe de nous en permanence et puis finir par le CPA 10, ça fait mal au ventre de devoir partir. Qu'est-ce que je vais faire dans le civil ? Je n'ai que 58 ans, entre autres, et là on nous propose de rester et de continuer à faire le même travail. Et ça, c'est le gros avantage dans cette unité, c'est que j'étais chef du bureau activité en étant d'activité. J'ai pris ma retraite le 8 avril et le 11 matin, je reprenais au même endroit, au même poste. Personne ne savait que j'étais réserviste. Mais une vraie peur que ça manque ? Ah oui, mais ça m'est arrivé cette peur-là quand je suis arrivé à la fin justement de ces 6 années de réserve opérationnelle où là, au moment où je partais à la retraite, c'était la vraie retraite, quoi. La possibilité de rallonger n'est venue que 15 jours après,
Mais dans ma tête, j'avais pris la décision de parvenir et c'était terminé. J'étais passé à autre chose. Est-ce que vous auriez pu être réserviste ailleurs que le CPA 10 ? Si je n'avais pas connu le CPA 10, je pense que dans les unités de protection, oui, parce qu'on est aussi des loups blancs quand on est adjudant-chef ou major dans ces unités-là. On amène quelque chose quand même, même si ce n'est pas le CPA 10. Les officiers qui commandent ces unités ont toujours besoin d'anciens pour s'encadrer, parce qu'ils ne font que 2 à 3 ans dans les unités. Et nous, on est les pots de fleurs qui sont toujours en place, mais qui amènent beaucoup de choses à ce moment-là. Bon, alors ça fait une bonne transition, vous parlez d'anciens, vous parlez de référents. On va maintenant aborder la dernière thématique sur l'ONAC. Marianne, je te laisse la parole. Vous êtes ressortissant de l'ONAC VG. Comment vous avez entendu parler la première fois de l'office ? Alors j'en ai entendu parler à l'état-major dans les années 2002 lorsqu'on m'a fait ma carte du combattant. Parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, on est pris en compte à l'armée, on s'occupe de rien et on m'a amené un jour en disant tu as fait ces OPEX-là, tu as le droit à la carte du combattant et j'ai mis ça dans mon portefeuille. Voilà, ça s'est arrêté là. On m'en a reparlé quelques années après quand je suis arrivé à l'unité avec d'autres entités, puisque j'étais président de l'amicale pendant 12 ans dans cette unité. Donc je faisais venir des anciens pour parler aux jeunes qui étaient un peu comme moi, c'est-à-dire ils écoutaient mais ils n'allaient pas plus loin. Et l'ONAC, j'en ai vraiment entendu parler lorsque je suis venu travailler avec M. Durand ici. Donc il n'y a pas si longtemps que ça que je suis ressortissant de l'ONAC. C'était la première fois qu'on vous a donné cette carte du combattant, c'était assez abstrait. Est-ce que c'était quand même au moins une reconnaissance de ce que vous aviez fait ? Vous dites, j'ai ma carte du combattant, ça veut bien dire quelque chose. Ou non, à cette époque-là, c'était... On n'y pense pas. On n'y pense pas. Voilà. On demande alors bêtement, ça me sert à quoi ça ? Je peux me garer gratuitement sur les parkings, mais on ne cherche pas. Et il faut dire aussi qu'au niveau de l'armée, on nous donne cette carte comme ça, comme si on prenait un ticket de train à la SNCF. On ne nous explique pas vraiment ce que c'est. Bon, je crois que maintenant ça a changé, heureusement. Bien changé, malgré que les jeunes n'adhèrent pas beaucoup. Moi, je parle toujours au niveau du CPA 10 en faisant venir du personnel, je vous dis que ce soit, si je peux en parler, de l'ANOPEX, du Souvenir français ou quoi que ce soit, qui m'ont bien aidé dans cette unité à faire des choses. Mais les gens écoutent, mais c'est tout. Ils s'en vont, ils n'adhèrent pas grand-chose. Déjà parce qu'ils n'ont pas le temps d'adhérer non plus. Et puis bon, après, c'est aussi une histoire de communication. C'est d'ailleurs pour ça, entre autres, qu'il y a ce podcast. Marianne, je te laisse continuer. Ça fait quoi d'être un ancien combattant ? C'est une responsabilité vis-à-vis des jeunes ? Je dirais que j'ai pas besoin de cette carte-là pour pouvoir en parler au niveau des jeunes. Mais oui, je pense que s'il y avait plus de communication, les jeunes écouteraient un peu plus facilement et adhéreraient beaucoup plus facilement aux combattants, puisque c'est plus des anciens combattants, c'est des nouveaux combattants maintenant. Mais est-ce qu'il y a vraiment cette responsabilité ? Alors vous travaillez aujourd'hui au lycée. Vous dites, alors voilà, moi j'ai vécu des opérations extérieures. J'ai ce statut de ressortissant de l'ONAC. C'est important d'en parler. C'est important de transmettre. Alors, on va voir un petit peu après, justement, parce qu'il existe des choses pour transmettre, en tout cas, certaines valeurs, mais de se dire, voilà, ce statut-là me donne cette responsabilité aussi d'expliquer aux jeunes ce que sont les ressortissants de l'ONAC, ce qu'on appelle les anciens combattants. Mais en fait, aujourd'hui, un ancien combattant, il peut avoir 90 ans comme il peut en avoir 22. Est-ce que vous sentez quand même cette responsabilité ? Je ne la sens pas particulièrement parce que mon statut maintenant d'assistant d'éducation, je n'ai pas la possibilité d'en parler, à part quand je participe avec Patrick et Jean-Charles aux classes défense, mais c'est plus eux qui en parleraient que moi, parce que je n'ai pas cette vocation d'en parler dans le travail que j'ai actuellement. D'accord. Quels sont vos liens avec l'ONAC VG aujourd'hui ? Pouvez-vous nous parler notamment des raids Cantal-et-Bretagne ? Alors, les raids Cantal-et-Bretagne... Au grand dépit de M. Durand, je n'y participe pas parce que j'ai besoin de couper complètement avec le côté militaire pour pouvoir oublier ma famille du CPA 10. Et ça, j'espère qu'ils le comprendront. C'est important pour moi de tout couper, d'y revenir certainement à un moment parce que j'y reviendrai. Même si je n'ai pas coupé les ponts avec le CPA 10, mais je voulais couper les ponts avec tout ce qui était militaire et rapport avec tous ces camarades qui sont décédés et que j'ai très bien connus puisque c'était pendant mes périodes d'activité. Alors justement, est-ce qu'on peut quand même dire 2 mots sur ces raids ? Qu'est-ce que c'est ? Alors ces raids, c'est des jeunes qui participent pendant une semaine, dont Marianne d'ailleurs. C'est un moment de recueillement, de mémoire et ils vont dans les musées, mais là-dessus je pense que c'est Marianne qui pourrait plus en parler puisque moi je n'y suis jamais allé. Je les prépare avec M. Durand et Patrick quand ils ont besoin de moi, mais cette semaine-là il y a plus Marianne qui peut en parler que moi.
Oui, Marianne, on va justement, puisque toi tu as fait le raid, revenir un petit peu. Donc c'était le raid Cantal, c'est ça ? Oui. J'ai fait les deux raids, j'ai fait Bretagne et Cantal. Bretagne et Cantal, alors donc c'est un raid où on est volontaire, ça dure combien de temps déjà ? Ça dure une semaine. Et une semaine, donc ça consiste en quoi le raid ? On marche tous les jours ? Oui. C'est long ? Oui, et après c'est compliqué aussi, parce que après il faut se dire qu'on marche à la mémoire de quelqu'un, donc... D'accord, oui, pour revenir, c'est bien des raids où en fait vous marchez en mémoire d'un militaire qui a été tué en opération. On vous explique qui c'est, son histoire ? Oui, on doit faire... lire des textes sur le soldat qui a été tué. Oui, en mémoire. Du coup, ça nous fait réfléchir, donc on sait qu'on marche avec une cause. D'accord, ça, c'est quand même un petit peu différent que de juste marcher comme ça, quoi. Oui. Donc on marche avec des sacs, on mange des rations, on dort dans des conditions, c'est comment ? Oui, c'est à l'hôtel ? C'est compliqué. Non. On dort en tente. Après, faut se dire que tout le monde est en tente, donc tout le monde est dans la même galère. Oui, voilà. Et est-ce qu'il y a aussi des moments où vous arrêtez pour visiter quelque chose de particulier ou une cérémonie ? Des musées et oui, on fait des cérémonies. Moi, j'ai été porteuse de drapeau. D'accord. Oui, je crois que c'était pour l'association Rhin et Danube, c'est ça, en oui. mémoire Rhin et Danube. Ouais. Ça fait quoi de porter le drapeau ? C'est quelque chose quand même, parce que d'être choisi dans le groupe de personnes qui étaient venues marcher pour porter le drapeau, c'est quand même bien. Bon, c'est un bon souvenir, alors c'est raide. Oui. Si tu pouvais le refaire, tu le ferais ? Oui, mais surtout après on voit des gens de la famille de la personne qui est en mémoire. Du coup, on se dit, ça a vraiment existé. Oui, ça matérialise un petit peu, c'est pas juste un nom. D'accord. Bon, merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage, pour cette partie-là. Juste pour terminer, et aujourd'hui, avec votre expérience, et vous êtes au contact des plus jeunes, ça représente quoi ? C'est quoi l'engagement pour vous ? C'est quoi cette notion ? Cet engagement, à partir du moment où on s'engage dans quelque chose, c'est à fond dès le départ et jusqu'au bout. C'est pour ça que j'ai fait une carrière complète militaire, parce que du moment où je me suis engagé, malgré toutes ces possibilités de partir au bout de quelques années, d'avoir une deuxième vie à côté, pour moi, je me suis engagé, je vais jusqu'au dernier grade de mon statut. Et il n'y a rien de plus important d'aller jusqu'au bout, c'est une mission. Je veux être militaire, donc je vais jusqu'au bout. Si un jeune, Marianne, par exemple, en face de vous, ou un autre dans la cour, un jour vous croise et vous dit « Monsieur, moi j'ai envie d'être militaire, j'ai envie de m'engager », vous allez lui dire quoi ? Déjà, je lui demande de venir me voir en particulier, parce que je vais le recevoir. Et puis, je vais lui dire de s'engager à partir du moment où il sait ce qu'il veut, où il veut aller, et surtout ce qu'il attend. Ça, par contre, c'est obligatoire pour moi. On ne s'engage pas parce qu'on ne sait pas où aller ailleurs. On y va parce qu'on a envie. C'est ça un engagement. Merci beaucoup Jean-Marc, merci beaucoup Marianne. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode, je ne sais pas encore où, en Bretagne, en Haute-Savoie ou de nouveau à Orléans, on verra bien. On se retrouve le mois prochain. Je vous rappelle que vous pouvez écouter ce podcast sur toutes vos plateformes favorites. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à commenter et on se retrouve très vite. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Nous comptons sur vous pour liker, partager, commenter et noter cet épisode. Si vous aussi vous avez servi en OPEX, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'ONAC-VG pour à votre tour en devenir un des ressortissants. Toutes les informations sont à retrouver sur notre site en description de l'épisode. Nous vous donnons rendez-vous très vite pour un nouveau témoignage dans Raconte-moi une OPEX.